leurs expériences à 4 pressoirs et au collège de Côte-Plage, à l'AUF. Et je rappelle que les formations à distance qui sont offertes par l'AUF, il y a des gens dans la salle, des fonctionnaires du ministère qui ont maintenant 6 ans, donc dans les démarches pour promouvoir la démarche de pédagogie active auprès des maîtres, essentiellement des premières années. Alors on a parlé de l'enseignement supérieur et je suis convaincu de l'apport du numérique et des formations à distance pour l'enseignement supérieur. Je pense par contre que pour ce qui concerne les premières années, ce qu'on appelle en Haïti les années l'enseignement fondamental, les années fondamentales, l'expérience que nous avons eue là ces dernières années nous a conduit finalement aux mêmes conclusions que le dernier témoignage que nous avons entendu, et j'en suis ravi parce qu'on entend beaucoup de choses positives, mais il faut se risque de franc. Bonjour, Monsieur Peter Frisch de la Maison Henri Deschamps et le projet RETEL d'enseignement par FADEM. Vous avez évoqué justement que vous allez faire de la formation de l'école de Côte-Plage avec son projet. Peut-être qu'il faudrait intégrer les EFACAP dans ce projet pour arriver à les doter en électricité comme vous l'avez fait dans votre école de votre réseau. Parce que moi, je m'inquiète que cet investissement que ferait le projet de l'EFADEM va tomber dans le même panneau aussi, d'être confronté à ce problème d'électricité et de connectivité. À craindre une fracture plus que numérique, une fracture de la connaissance avec les outils numériques. Et donc aujourd'hui, c'est cette question-là, par exemple, que nous, en recherche, on pose aujourd'hui pour essayer de pouvoir pas adapter technologique, pédagogique, technique et d'un point de vue structurant, parce qu'il y a aussi ça, on n'en a pas parlé, j'ai pas encore entendu de ces éléments-là. Un des éléments forts, structurants que nous on voit dans les projets qu'on mène au niveau de la recherche et de la formation des enseignants et de la formation des cadres, c'est aussi à un moment donné se poser la question de l'enseignement. Merci. Alors, je vais ajouter quelque chose, et en ce qui concerne surtout les limites et l'utilisation qu'on en fait des technologies. Alors, plus d'un pense que quand on parle du numérique dans les salles de classe, il s'agit d'un ordinateur, d'une tablette, de l'Internet. Mais de préférence, c'est un changement de paradigme. Ça veut dire qu'il faut avoir d'autres enseignants pour entrer dans ce monde. C'est-à-dire pour travailler dans ce monde, il faut avoir d'autres enseignants. Et les ressources qu'on met à la disposition de ces enseignants-là, donc il faut que ce soit aussi des ressources adaptées culturellement. Par exemple, on vient de faire une expérience avec l'équipe problématique. Donc c'est une équipe qui regroupe 3 pays pour le moment, le Canada, la France et Haïti. Donc on veut expérimenter les ressources culturelles. On a produit une ressource à Haïti avec la cassave. Vous savez que la cassave qu'on mange du côté du nord, dans mon pays, et dans la ville du Cap-Haïtien. Donc on a monté un exercice mathématique, car la cassave c'est quand même une circonférence. Et à partir de cette ressource-là, qui est propre à nous, donc on a créé d'autres ressources, des vidéos montrer comment est-ce qu'on réalise la cassave et avoir un petit logiciel pour poser des questions. Et on fait ça en français et en créole. Donc ça c'est culturel. Maintenant, quand on prend un enfant qui est à Baradais, peut-être à 6e section et à Baradais, et que cet enfant-là, cet élève-là, il a une réalité propre à lui-même. Il n'est pas dans la capitale, parce que souvent on a tendance, quand nous pensons le numérique, nous pensons le numérique d'Haïti, ou du moins de la capitale Port-au-Prince. C'est que les ressources doivent tenir compte de cette réalité culturelle. Donc, autre chose, c'est que le matériel, c'est-à-dire les enjeux du numérique, les outils, le matériel change d'une seconde à une autre. Maintenant, on a les tablettes. Je me pose déjà la question, bientôt, qu'est-ce qu'on aura dans 5 ans? On fait déjà la promotion de la technologie holographique. Qu'est-ce qu'on aura, hein? Avec des technologies qui nous tombent dessous, comment faut-il aborder cette question dans la formation du numérique? Et ensuite, bon, on parle de synergie. Je prends l'exemple de la France. La France, il y a cette question de C2I,
certificat informatique Internet. Il y a aussi le B2I, brevet informatique Internet. Un élève qui laisse l'école classique en France, il a au moins un brevet informatique et Internet. C'est-à-dire qu'il a déjà une formation du numérique. Est-ce qu'on peut penser le numérique de manière isolée? Ne fallait-il pas penser à des espaces pour unir l'ensemble des écoles du pays, pour qu'il y ait des échanges et des retours d'expérience, comme par exemple les espaces numériques de travail? Est-ce que ce n'est pas le moment pour l'État haïtien, pour le ministère de l'Éducation nationale, de propulser via des serveurs, des bases de données, des espaces numériques de travail pour les écoles? Parce qu'à chaque fois qu'une école dispose d'un espace numérique, et cette école-là va envoyer des informations, des expériences réalisées par les enseignants, des retours d'expérience, tout ça, et n'importe quelle autre école pourra utiliser ces expériences-là. Moi, je me demande si ce n'est pas via ce temps qu'il faut aller avec les technologies. Moi, je voudrais intervenir sur d'abord les contenus de formation sur deux axes. Les livres numériques qui sont préparés par des maisons d'édition, on peut s'assurer de la qualité de leur contenu parce que de la même façon que les livres imprimés sur support papier ne sortent pas s'ils ne sont pas vérifiés, c'est sûr et certain qu'une maison d'édition va vérifier la qualité du contenu puisqu'en fait le numérique n'est qu'un outil. Le deuxième axe maintenant du contenu de la formation, c'est ce fameux Internet. Parce que là, tout le monde a accès à Internet. Quand un élève, par exemple, doit aller faire des recherches, ou un étudiant doit aller faire des recherches, il va trouver 8000 pages, 10 000 pages sur un sujet. Ce qui oblige maintenant les utilisateurs du numérique, en tout cas dans les écoles dans lesquelles on utilise le numérique, à renforcer les compétences linguistiques de nos élèves, d'abord des enseignants, qui soient capables de lire en diagonale plusieurs fichiers et de dire oui, ce fichier il m'intéresse, je le mets là, je vais travailler dessus. Lui, il n'est pas valable, il ne m'intéresse pas, je le mets de côté. Donc il faut absolument... M. Planin, vous avez parlé de fracture de la connaissance et de structuration de la recherche en éducation. Je suis entièrement d'accord avec vous. Parce que ma question, c'est quelle perspective, en termes d'opportunités et de limites, vous voyez, vous, aujourd'hui, pour la production haïtienne, parce qu'on est ici en Haïti? Je crois que c'est très important. Parce qu'il y a déjà des institutions qui travaillent dans ce domaine en Haïti, mais elles sont dans l'ombre. Vous allez sur le net, quand vous effectuez une recherche et vous trouvez quelque chose, c'est quelqu'un ou un groupe de personnes, c'est quelqu'un qui a mis cela sur Internet, ou un groupe de personnes qui l'a mis. Donc, il faut commencer par répertorier ces groupes-là qui travaillent. Et il y a des associations universitaires comme le groupe Résonance qui travaille sur des contenus. Par exemple, nous travaillons sur l'adaptation des manuels interactifs de la CESAMAT pour Haïti. Et nous travaillons actuellement là avec Problématis pour produire des ressources typiquement haïtiennes. Parce que c'est vrai, le numérique, il n'y a pas de limite, on est dans un monde globalisé, mais nous sommes aussi un pays, nous avons notre culture et nous avons notre manière de faire. Donc là, je pense qu'il faut mettre l'accent sur des contenus, vraiment des contenus haïtiens, c'est très important. Pour la formation des cadres, on a fait l'expérience avec le RIPTIS. Je vous dis que c'est bien dommage, mon directeur il n'est pas là, M. Marc-Anthony Alix, un homme très humble, et il nous a donné l'exemple et on a suivi cet exemple. C'est que dans notre réseau, le RIPTIS, on encadre tout le monde, ni les directeurs ni les enseignants. C'est-à-dire quand on fait une formation, nos formations sont comme des retraites. Donc le directeur vient avec 2 enseignants. Il suit la formation avec ses enseignants. Donc il est engagé. Quand il est de retour dans son école, dans son établissement, il est encore davantage motivé pour faire travailler ses enseignants sur ce qu'il a appris avec nous dans une formation. Moi, je crois que cette expérience s'avérait très, très, très intéressante pour reproduire à une échelle
plus grande. Par exemple, le réseautage. Si le ministère arrive à créer de vrais réseaux, le problème avec le directeur, par exemple, quand un directeur rencontre M. Guy Etienne, il échange avec lui. M. Guy Etienne lui raconte ce qu'il fait. Il est convaincu maintenant. Il sait qu'il y a une référence. Et c'est une référence. Il a dit, bon, si M. Guy Etienne a réussi ici, je peux... Mais quand le directeur est dans son coin, on est venu parler de ce laptop-là, de ce tableau blanc interactif-là, de cette tablette. Il n'a jamais vu ces choses-là. Et il n'a jamais entendu quelqu'un parler de ces choses-là, de ce qu'il a fait comme expérience, vous imaginez. Donc il faut créer de vrais réseaux, ensuite amplifier et vulgariser les expériences à l'intérieur de ces réseaux.